Aujourd'hui, vous êtes la seule personne au monde à être guérie du VIH. Comment vous avez guéri d'une maladie dont on pensait qu'on ne pouvait pas guérir? It's quite complex, so it's a very long journey. C'est un espoir énorme pour la recherche. Life doesn't stop you because you're HIV. Comment vit-on avec le VIH en 2021 et quel regard portent les jeunes sur ce virus? Avec la pandémie de Covid-19, on en parle moins, mais l'épidémie de VIH n'a pas disparu. Chaque année en France, 6000 personnes, hommes ou femmes, notamment des jeunes, découvrent qu'elles sont séropositives, c'est-à-dire contaminées par le virus. Pourtant, Axel, la réalité de cette maladie reste aujourd'hui peu connue. Oui, et on a pu le vérifier directement dans la rue en posant une question toute simple. Quelle est la différence entre le VIH et le sida? Est-ce que tu connais la différence entre le VIH et le sida? Alors non, pas du tout. Je pense pas qu'il y ait de différence. Bah c'est la même chose. Pour moi, c'est pareil. Pour moi c'était la même chose, le sida ou le VIH. Pour moi c'est juste l'anglais et français quoi. Non? Le VIH. Un virus sexuellement transmissible, non? Il y a une histoire de séropositivité dedans. Le VIH c'est une plus grande branche et le sida c'est une maladie du VIH. Je faisais pas trop de différence, mais je pense qu'il y en a une du coup. La différence c'est que le VIH c'est l'avant sida. En clair, VIH, ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Il peut se transmettre par voie sexuelle ou sanguine, mais aussi de la mère à l'enfant. Sans traitement, le VIH attaque alors les défenses immunitaires et l'infection évolue vers le stade SIDA qui rend le corps extrêmement vulnérable face aux maladies. Mais heureusement, aujourd'hui en France, l'écrasante majorité des personnes séropositives qui ont accès à un traitement, elles vivent sans avoir le sida. C'est le cas de Nicolas, il a 32 ans, il habite à Nice, il est séropositif depuis 10 ans et il refuse de vivre avec la peur. Tous les matins, vers 10h, je prends mon traitement. Depuis 5 ans maintenant. Le traitement que je prends, il a pour objectif de diminuer le nombre de virus dans le sang jusqu'à arriver à un stade qu'on appelle non, à chaque fois j'oublie l'état indétectable. Et du coup, là, tout va bien. Tout va bien. On est indétectable. Le traitement arrête la contamination. Donc, une fois qu'une personne est indétectable, elle ne contamine plus. Donc, c'est-à-dire que même je ne suis plus contaminant et je peux avoir des rapports même non protégés. Il y a pas de, ça ne fera pas de rapport à risque. Ça sera plus un rapport à risque. Il y a une différence énorme entre le VIH et le SIDA. Moi, je sais que je dois prendre un médicament et que pour pas mourir, il faut que je prenne un médicament. Donc, maintenant, après, on met le nom qu'on veut là-dessus. Peu importe, ça change rien à mon état et à ma réalité. Comment ça s'est passé le jour où on t'a diagnostiqué avec le VIH? Le jour où j'ai appris que j'étais séropositif, c'était il y a 10 ans. La première chose que j'ai pu dire à ce moment-là, ça a été, bon, je pense que je vais aller bien. Je pense que ça sera difficile, surtout socialement. La première chose qu'on m'a dit, c'est surtout le dites à personne. Sinon, ça va être terrible, donc restez dans le silence. Oui, je suis vraiment allé à l'encontre de ça, parce que j'ai décidé d'appeler toutes les personnes avec qui j'ai eu des rapports sexuels les 2 heures auparavant, parce qu'on savait pas à ce moment-là depuis quand l'infection, la date de l'infection. J'avais décidé très vite de me dire je le dirai à tout le monde. Je me suis laissé un délai de 6 mois de réflexion et au bout de 6 mois de réflexion, j'ai mis un post sur Facebook. Je voulais pas du tout que ça soit du côté de la plainte, je voulais vraiment que ce soit une information et montrer que ça existe. Les réactions d'un point de vue familial, ça s'est très bien fait. C'est-à-dire que mon père, ma mère, ma sœur l'ont bien accueilli. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, ont très bien réagi. Et m'ont suivi, m'ont accompagné. J'ai eu cette chance-là, en tout cas. Du point de vue de mes amis, j'ai eu un peu tout comme réaction. J'ai eu des personnes qui ont disparu du jour au lendemain, des personnes qui se sont effondrées. Puis beaucoup de gens aussi je pense qu'il y avait aussi une image de la période noire du sida, donc qui ont vraiment, qui l'ont appris comme un coup de massue. Mais c'est vrai qu'en étant homosexuel, moi je viens d'une génération où je me rappelle encore petit, quand je regardais la télévision, on parlait encore du cancer du gay pour parler du sida et du HIV. Le facteur de risque le plus élevé dans les pays occidentaux demeure l'homosexualité masculine. Aussi, la maladie continuera-t-elle de progresser? Ça concerne tout le monde, le VIH. Il y a beaucoup de gens qui en ont très peur, et il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans le déni. Et il y a très peu de gens qui en parlent. Moi, je parle du HIV pour les nouveaux contaminés depuis 10 ans.
Et chaque tranche de décennie, je pense, a un rapport différent avec le HIV. Et quand je parle de séropositivité, je parle de ma séropositivité dans ma génération. Parfois, il y a des personnes qui ont le VIH et qui sont carrément exclues de la société. À quoi c'est dû, selon toi? En séropositif, on est exclu. Alors, on n'est pas exclu de la société, mais on est exclu si on s'assigne à cette identité de séropositif. Je sais pas si j'ai eu des obstacles. Moi, en tout cas, j'ai la chance de bien vivre avec, et ce qui est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui, qu'on appelle les nouveaux contaminés. Je peux fumer, je peux boire, je peux vivre normalement, sans aucun problème. Mais je le vis comme... je l'ai vraiment vécu comme un coming out. C'est-à-dire à l'époque, quand j'ai fait mon coming out sur l'homosexualité, je pense qu'on peut le vivre très mal, ça dépend du contexte, ça dépend de où on vit, du milieu qui nous entoure. Mais moi, mon homosexualité, j'ai décidé que c'était une force. Donc c'est-à-dire que j'ai plus emmerdé tout le monde avec ça, plutôt que de me laisser emmerder avec. Et sur le HIV, ça a fait la même chose. C'est-à-dire que très vite, j'en parlais. Très vite, c'était pas une annonce du type je suis malade ou je vais mal ou j'ai des problèmes, c'était vraiment voilà la situation, voilà mon contexte. Et puis j'expliquais en même temps, je faisais de la pédagogie, j'expliquais la situation, comment je vivais avec ça, avec mes employeurs, avec tout le monde. Bah, du coup, on se fait un repas une prochaine fois? Ouais. Tiens, tiens. C'est Nico? Ça va? Allez, hop. Nicolas, je l'ai vu tout petit avec sa sœur Stéphanie dans mon ancien labo où je suis restée quand même 30 ans. Hein. Il y a quelques patients avec qui j'ai gardé des liens, mais la famille de Nicolas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est comme ma famille, c'est vrai. Elle m'a piqué pendant... Elle m'a piqué pendant plusieurs années. Je le connais depuis qu'il est bébé. Et c'est vous qui lui avez annoncé qu'il y avait le VIH? Je pense que c'est à ta maman que je l'ai dit en premier. Voilà. Ça a été vraiment difficile. C'était une autre époque hein, que maintenant, même il y a 10 ans, 12 ans. On pensait qu'on était séropositif, on allait mourir, voilà. On pensait ça encore. Beaucoup de gens pensaient ça encore. Mais pour ce qui est de Nicolas, je ne me fais pas de soucis pour son avenir parce que il y a des traitements, il en profite, il en bénéficie. Et donc, je ne me fais pas de soucis pour lui, mais je ne m'en suis jamais fait. Je m'en suis jamais fait. C'est comme ça, j'ai dit, comme ça on pourrait parler, on pourrait... Oui, mais c'est du rigole pas, moi. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'imbéciles que de séropos en France. C'est ça qu'on est en train de débattre. On s'est posé la question la dernière fois et on s'est rendu compte qu'il nous l'a dit directement. Et enfin, ça le gêne pas, moi j'ai vu que ça le gênait pas, donc j'ai pu poser les questions qui me turlupinaient depuis quelques temps. Turlupinaient. Ouais, on va utiliser ça. Non mais c'est pas comme si tu nous l'avais dit, genre salut, c'est moi, je suis séropos. Non, ça faisait partie d'une... Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai eu rendez-vous avec telle personne. Ah oui, au fait, j'ai eu rendez-vous parce que je suis séropos, etc. Et oui, parce qu'on s'y Oui, mais c'est pas que ça. Je suis même pas ça. C'est comme je suis pas homosexuel, je suis pas séropositif, ça fait partie de ma réalité. Mais avant tout ce que je suis, j'en sais rien. On dira quand je serai mort ce que j'ai été. De toute façon, qu'il soit séropos ou pas, c'est un amour quoi. Enfin, c'est... Je suis une poussière d'étoile. C'est pas mes potes, je les connais pas. Alors, quelles informations ont les plus jeunes sur le VIH? Ces dernières années, les idées fausses ont progressé chez les moins de 25 ans. Selon une étude, un jeune sur 3 pense aujourd'hui que le virus se transmet en s'embrassant. Oui, et pour se rendre compte que ces idées fausses, elles ont la vie dure, on a réuni une dizaine de jeunes entre 18 et 24 ans. Avec Mathieu de l'association Séropote, on leur a demandé ce qu'ils savaient du VIH, mais aussi de nous parler de leur rapport au dépistage et au préservatif. Alors donc moi c'est Mathieu, j'ai 28 ans et je suis séropositif depuis mes 19 ans. Bon, on va être là pour parler du VIH et puis si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Pour commencer, on a une question toute bête à vous poser. Qu'est-ce que vous savez de ce virus? Je pensais savoir quand même pas mal de choses sur ce virus, mais quand on me pose la question comme ça, je me rends compte qu'en fait je sais pas grand chose. La base, c'est-à-dire comment il est transmissible, mais sinon non, pas plus que ça, parce que même à l'école on n'en parle pas énormément. On en parle vaguement des fois, mais on n'en sait pas plus que ça, quoi. Il y a un tabou un peu dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, mon seul souvenir du VIH au lycée, c'était quand on a étudié la réplication du virus dans le cours d'SVT, quoi.
Alors qu'on nous apprend même pas dans quel cas c'est un rapport à risque ou ces choses-là. Et après on se retrouve nous dans notre vie sexuelle de jeune adulte à devoir trouver les informations tout seul. Au lycée ou au collège, on avait vraiment des clichés qui circulaient là-dessus. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est carrément qu'on pouvait l'attraper en s'embrassant. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais vraiment des choses comme ça où, en fait, on n'est même pas du tout renseigné, ou quand on nous renseigne, on nous dit des trucs absurdes. Alors juste peut-être pour remettre les choses au point, Mathieu, est-ce qu'on peut l'attraper par la salive? Non. Non, c'est... Pas du tout. C'est réglé. Voilà. Non, pas la transpiration non plus, on peut pas avoir le VIH. Non, c'est vraiment par acte sexuel ou par injection, transfusion, et de la mère à l'enfant. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça s'est passé pour toi quand tu t'es fait diagnostiquer avec le VIH? Tu avais 19 ans, c'est ça? Oui. Alors moi, là-bas, j'ai fait des tests régulièrement, et là, je pensais avoir du diabète, et en même temps, on a fait le VIH et toutes les IST. J'ai été appelé pour parler des résultats, et le médecin m'a juste dit c'est positif. Donc je me suis dit, j'ai le diabète. Elle m'a dit non, pour le VIH. Donc voilà, et puis j'ai pas été guidé, elle m'a juste dit ma carte vitale, merci, au revoir. Donc voilà, et donc je me souviens m'être assis dans la salle d'attente un petit moment pour encaisser la nouvelle quand même. Et elle a pris un autre patient, je sais pas combien de temps ça a duré, mais une fois ressortie, elle m'a regardé et puis elle m'a dit qu'est-ce que vous faites encore là? Faut partir. Donc je me suis retrouvé dans la rue sur un banc, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai appelé ma mère. Et est-ce que du coup par rapport à ça, t'as eu du mal à l'annoncer à ta famille? Non, je viens d'une famille qui est assez ouverte sur le sujet. Donc ma mère, elle m'a pas mal rassurée, elle était inquiète mais pas mal rassurée. Et avant ça, je devais rentrer chez moi et je devais l'annoncer à mon petit copain de l'époque. Je vais pas su lui dire, je lui ai juste donné les résultats. Et il m'a juste dit, ça va bien se passer, tu vas pas mourir, tu vas voir des médecins et puis ensuite tu vas te faire suivre et puis tout ira mieux. Je suis marié aujourd'hui avec lui, donc tout se passe bien. Et dès le lendemain matin, j'ai eu un rendez-vous avec mon spécialiste. Et puis après, au bout d'un an, enfin après mes 6 mois de traitement, je suis devenu indétectable. Indétectable, ça veut dire quoi précisément? Quand on est sous traitement pendant plusieurs mois, on a le virus du VIH qui diminue dans le sang, on devient indétectable. Et quand on est indétectable, ça veut dire qu'on ne transmet plus le virus. Donc comme là, mon mari lui est négatif, depuis on se protège plus. Et donc aujourd'hui, il est toujours négatif. Et ça consiste en quoi, le traitement? Aujourd'hui, je suis à 1 cachet par jour. Au début, j'avais 4 cachets à prendre. Voilà, mais aujourd'hui, ça évolue. Ils compactent un peu le tout et c'est vrai que c'est plus facile à prendre. Est-ce qu'il y a des effets secondaires assez pénibles ou pas du tout? En général, les premiers mois, on a des effets secondaires le temps que le corps s'habitue. Et c'était beaucoup des insomnies. Et là, avec mon nouveau traitement, j'ai surtout des sautes d'humeur. Je veux dire que mon mari en prend plein la gueule, mais... Déjà, moi je savais pas que le VIH et le sida c'était des choses différentes. Et donc dans les films, bah, souvent, ouais, c'est une fatalité, c'est genre... Et c'est terrible dans l'imaginaire collectif d'avoir cette image-là, et ça renforce, si en plus on n'en parle pas à l'école, si tes parents n'en parlent pas, bah tu te dis ouais, je vais crever, juste, c'est super flippant. Alors que voilà, en parler comme ça montre à quel point bah, c'est des idées reçues et qu'on peut très bien vivre avec la maladie. Bon, c'est chiant, mais quand même, c'est faisable. Comment on vous en parle en fait du VIH peut-être dans votre famille? Est-ce qu'on t'en a déjà parlé, toi, dans ta famille, tes parents? Non, on n'en parlait pas. En fait, c'est un sujet qui était vraiment tabou, la sexualité en général, donc on n'en parlait pas. Et puis on nous disait juste en fait, ok, il faut se protéger, c'est tout. Quel regard vous portez en fait sur le préservatif aujourd'hui? C'est nécessaire, on va dire, hein. Vraiment, c'est... Enfin, il n'y a même pas à se poser de questions, je pense. Quand il y a première fois avec une personne, non, c'est nécessaire, c'est sûr. Peut-être que vous l'entendez autour de vous, mais il y a aussi cette idée reçue que ah, mais si on en met une, on a moins de plaisir, on a moins de sensations. Est-ce que c'est un truc que vous entendez autour de vous? Trop. Beaucoup trop. Oui, il y a plein de prétextes. Soit ça sert trop, soit ça m'empêche d'avoir de bander, soit ça m'empêche d'avoir du plaisir. Donc il y a beaucoup de prétextes pour ne pas mettre de préservatif. Et moi, ça m'est arrivé qu'un partenaire ne soit pas au top de sa forme et que ne bande pas. Et pendant le rapport, il a retiré le préservatif sans me le dire. Et je m'en suis rendu compte après parce que bah, j'ai vu que j'avais du sperme et du coup, à la suite de ça, j'ai fait quand même des tests. Il n'y avait rien, mais c'est pas sympa, c'est pas consenti. C'est surtout ça, oui. C'est surtout ça. Et j'ai préféré couper contact avec cette personne.
Moi, il m'est arrivé exactement la même chose plusieurs fois d'affilée et pour le coup là, on m'a dit oui, prends une pilule du lendemain, comme si ça allait tout résoudre en fait. Comme si c'était la solution miracle. Voilà, c'est ça. Mais j'ai juste une question, est-ce que vous savez quoi faire si le préservatif craque ou que la personne l'a enlevé sans que vous voyez ce que vous savez? Et que la personne peut être atteinte d'une maladie? Elle peut être séropose peut-être sans le savoir, vous pouvez aller directement aux urgences. D'accord. Voilà, vous en parlez directement. Normalement, ils n'ont pas le droit de vous refuser. Et parce qu'il y a un traitement d'urgence qui est donné. Si le virus est en vous et que c'est vraiment minime, dans ce cas-là, on peut tout de suite l'attaquer et le supprimer du corps. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes aussi de prévention, Mathieu, qui existent? Il y a la PrEP, mais elle protège uniquement du VIH, pas des IST à côté. Moi, je prends la PrEP tous les jours. C'est un médicament qu'on prend en prévention pour ne pas être contaminé par le VIH si jamais on rentre en contact avec. Donc il y a deux façons de la prendre. On peut la prendre en continu, donc comme moi je la prends tous les jours, ce qui fait que en permanence j'ai des protéines, des antirétroviraux dans mon corps qui font que si jamais je suis en contact avec le virus, je ne serai pas contaminé. Sinon on peut la prendre en discontinu. Donc là il faut prendre 2 comprimés 2 heures avant le rapport, puis un comprimé dans les 24 heures et un comprimé dans les 48 heures. Le taux de sûreté, on va dire en quelque sorte, ou d'efficacité, j'imagine qu'il n'est pas à 100%, mais... Dans les médicaments, rien n'est à 100%, mais c'est à 99,9%. Du coup, ça stoppe la chaîne de contamination, parce que c'est-à-dire peut-être que tu couches avec une personne séropositive, mais toi, tu vas pas l'attraper, et que toi, quand tu recouches avec une autre personne, du coup, tu vas pas le transmettre. Est-ce que du coup, tu cumules avec le préservatif ou est-ce que tu n'utilises que la PrEP? Alors, j'essaie toujours de cumuler, surtout quand on ne connaît pas les personnes, et que de toute façon, il y a en fait les IST comme Camilla gonocoque, ça fait pas forcément plaisir à avoir. Après, quand la personne est sous PrEP, tu connais le partenaire, t'es sous PrEP, et de toute façon, tu te fais dépister tous les 3 mois, tu peux enlever la capote. Et est-ce qu'il y en a qui savaient que ça existait, ce médicament, parce que vous en avez déjà parlé? Pas du tout. Jamais? Non, j'ai jamais entendu ce mot-là, pas du tout. C'est dingue le manque d'informations, sur la PrEP ou même le traitement d'urgence. Ma mère, quand j'ai dit que je prenais la PrEP, elle a cru que j'étais séropo, j'ai dû lui expliquer que non. Alors, justement, t'en parlais là il y a 2 secondes, mais au niveau des dépistages, qui ici a déjà eu recours à un dépistage? Moi, j'ai jamais été dépistée. Moi non plus. Moi, je me suis fait dépister parce que je suis en relation avec ma copine et du coup, vu qu'avant on avait eu chacun nos histoires de notre côté, je s'est fait chacun dépister un peu pour tout et en partie du coup pour le VIH. C'est un test basique, c'est une prise de sang. Mais j'ai l'impression que là, il y en a beaucoup ici qui n'ont jamais eu recours à un dépistage. Louise, toi? Non, jamais. Moi, je suis en relation longue avec une fille depuis 2 ans et demi. C'est pour ça que je me suis jamais fait dépister et c'est pas bien, il faut que j'y aille, mais ça fait un peu peur. Après, c'est sûr que si c'est ta première relation, vous êtes dans une relation exclusive, il y a moins de risques, mais à partir du moment où, je le souhaite pas forcément que tu aies plusieurs partenaires, je veux pas que ta relation se termine, mais là, c'est sûr que c'est bien d'aller se faire dépister. Pour toi, connaître ton statut avant tout, et puis ensuite pour pas le transmettre. C'est quelque chose qui revient quand même un peu, ce côté de l'appréhension, il y en a d'autres qui le partagent. De base, j'aime pas du tout tout ce qui est test, savoir positif, négatif. Il y a pas longtemps, j'ai fait Corona, j'avais peur. Pendant 15 minutes, j'étais pas bien, donc non, oui. Ouais. Et voilà, je pense que je le ferai pour savoir. Angélique, t'as 21 ans et du coup, t'as jamais été te faire dépister? Non, j'en ai jamais fait parce que pareil, comme t'avais dit, c'est un peu... comme si j'avais peur de la réponse et comme j'avais vraiment honte, j'osais pas y aller parce que si jamais on me posait la question, oui mais pourquoi vous n'êtes pas protégé, c'est votre faute, moi j'avais vraiment peur de ces accusations-là, donc j'y ai pas été. Et tu penses que tu irais Là je suis censée prendre un rendez-vous là dans pas longtemps, donc voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur des trucs qu'on n'aurait pas abordés, des trucs qui restent un peu flous? Est-ce qu'on peut avoir un enfant négatif en étant une femme séropositive? Alors oui, c'est possible. Aujourd'hui, on peut avoir un enfant en étant séropositif et que l'enfant est négatif. C'est tout à fait possible. Alors justement, Axel, une mère séropositive, t'en as rencontré une pendant ton reportage. Oui, elle s'appelle Thaïs, elle a 46 ans et c'est la maman du petit Lewis qui a bientôt 3 ans. Tu vas voir, son enfant, il est adorable, mais il est surtout en parfaite santé. Voilà Loulou. Lewis pour l'administration. Lewis est en parfaite santé et toujours séronégatif. Ça c'est Doulou, ça c'est maman, papa et Doulou. Tu veux pas une clémentine? Une clémentine. Allez, une clémentine. Des fois, 2 clémentines. Des fois, il y a 2 clémentines? On va voir. Hop, il y en a une. Il n'y en a pas 2, il y en a une. Comme pas ça. Voilà. J'ai toujours eu envie d'avoir
plusieurs enfants. Et j'ai toujours cru que ce n'était pas possible. Alors moi j'ai été diagnostiquée séropositive, c'était début des années 90. On m'a bien fait comprendre que les enfants c'était pas pour moi, donc je me suis fait une raison, j'ai même fait un long travail psychologique là-dessus parce que c'était douloureux. On m'a fait comprendre que ce n'était pas compatible, que j'étais totalement inconsciente, que de toute façon j'allais faire un orphelin, qu'il allait être malade. Enfin bon, ça m'a beaucoup été dit du planning familial, avec des personnes qui voulaient sans doute très bien faire, qui voulaient sans doute le meilleur pour tous, mais qui n'étaient pas forcément très informées. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que quand on a le VIH, on ne peut pas donner la vie. Alors, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits par rapport à la maternité et au VIH. C'est-à-dire que les protocoles ont évolué au fil des connaissances et qu'il y a quelques années, c'était une césarienne obligatoire, qu'il fallait que la mère prenne un traitement de cheval pour être sûre de ne pas transmettre le VIH. Alors qu'aujourd'hui, un VIH stabilisé, c'est-à-dire avec une charge virale indétectable et une femme sous traitement, peut donner la vie de façon naturelle, c'est-à-dire par voie vaginale, sans trop gros risque de contaminer son enfant. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu te rappelles de tout ça, toi? Tu veux te cacher? C'est pour te cacher? Bon, alors te cache, ok. De savoir que tout se passe bien, d'avoir un petit garçon en vie qui est en pleine santé, c'est miraculeux et c'est un bonheur de tous les jours. Non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable que la vie continue. Je vais faire un petit tour à vélo. Ah, tu veux faire un petit tour à vélo? Oui. Comme pendant longtemps j'ai cru que la parentalité c'était pas pour moi, que j'aurais jamais d'enfant, et que j'avais vraiment intégré, de me balader au parc avec Lewis qui m'appelle maman et que c'est moi qui dois répondre, c'est super quoi, c'est génial. Encore, à moi. Et aujourd'hui, comment il va, Lewis? Il a une patate d'enfer, il va bien, il grandit bien, il est en pleine santé. Il a eu une prise de sang à la naissance pour vérifier qu'il n'avait pas été contaminé dans le ventre. Et puis régulièrement, à 3 mois, 6 mois, il y a eu des prises de sang régulières, un suivi régulier pendant ces 2 premières années pour être sûr que c'était OK et tout va bien. Alors c'est vrai que toutes les personnes qui ne sont pas directement concernées ne vont pas forcément se renseigner. Donc les jeunes aujourd'hui n'ont pas forcément l'information de l'évolution des connaissances médicales sur le VIH. Et donc il y a plein de personnes qui sont restées à l'idée répandue, qui était répandue dans les années 90, que être parent séropositif c'est pas possible, que faire l'amour sans capote en étant séropositif c'est pas possible, que allaiter son enfant en étant séropositif c'est pas possible. Ça l'est pas toujours, mais avec les traitements actuels, il y a plein de façons de faire que ce soit possible. Depuis les années 80, la médecine a fait d'énormes progrès, mais à ce jour, il n'existe toujours pas de vaccin contre le VIH. En revanche, Axel, il y a une personne dans le monde qui est officiellement guérie de cette maladie. Oui, et son surnom, c'est le patient de Londres. Il s'appelle Adam Castillero, il a 41 ans et il veut être aujourd'hui un ambassadeur de l'espoir. Hugo, t'as rendez-vous avec lui, mais d'abord on a demandé à une virologue de nous expliquer où en est la science dans son combat contre le virus. Alors, il y a des chercheurs en France qui ont découvert il y a quelques années qu'il y avait des individus portant le VIH qui étaient en rémission. Il y a une vingtaine de personnes en France qui ont arrêté le traitement et qui arrivent maintenant à vivre sans le VIH depuis 12 ans. Ils sont toujours infectés. Mais ils n'ont plus besoin de prendre des médicaments et ils se sentent en rémission. C'est absolument fascinant que ça existe. Et donc on étudie ces patients et on essaie de comprendre quelles sont les défenses naturelles de ces patients qui permettent à ceux qui peuvent vivre avec le VIH et avoir un état de rémission. Le patient de Londres, c'est la deuxième personne dans le monde où le virus a été éradiqué. Il n'est pas seulement en rémission, mais il n'a vraiment plus de virus du tout, même pas dans ses organes. Il est vraiment guéri complètement. Ce qui lui permet de guérir complètement, c'est d'avoir une greffe de moelle osseuse d'un individu qui était résistant au VIH. Il y a une mutation qui existe chez environ 1% de la population européenne qui rend les cellules résistantes au VIH. C'est un espoir énorme pour nous encourager à continuer la recherche dans ce sens.
Bonjour Adam, vous avez 41 ans et vous êtes aujourd'hui la seule personne vivante à être guérie du VIH. Comment vous vous sentez? I feel really good. I feel healthy and able to see the positive in life. À quel âge vous avez été diagnostiqué avec le VIH? I was 23 years old when I was diagnosed, and it was very terrifying experience. I was very scared, and I didn't know a lot about HIV at the time. I was just feeling like I'm going to die next week, and it's not that case, but that's the way you feel. Comment vous avez guéri d'une maladie dont on pensait qu'on ne pouvait pas guérir? It's quite complex. So, first of all, it's important to tell people I was diagnosed with cancer, I was dying with cancer, and I had a stem cell transplant or bone marrow transplant to cure my cancer. And that's how I was cured of HIV. It's a very complex treatment to go through, and it's a lot multiple factors that have to go into place. And you have to have a CCR5 mutation gene, and your background and your heritage. You have to play. It's multiple factors. It's highly risky. It's a 10 to 20% survival rate. It's very dangerous to go through. That was my only hope. And I said to myself, I'd rather die trying dying than just dying in a hospice care and just give up. Donc, finalement, c'est grâce à votre cancer, entre guillemets, que vous avez été guéri du VIH. Ça semble incroyable. Yeah, it's incredible, but it's a very long journey. I was in the right time and the right place. Est-ce que vous prenez toujours un traitement contre le VIH aujourd'hui? No, I don't take any medication since 2017. However, I still take a lot of medications for my transplant, but no HIV medication, no. I stopped that. Qu'est-ce que ça fait d'être la seule personne sur la planète aujourd'hui à être guérie du VIH? C'est pas une responsabilité trop lourde à porter? Yes, it's a huge responsibility here. But I want to carry on. I want to carry on the HIV research. I want to promote and I want to embark in the HIV research and carry on my own journey as an ambassador of hope. En moins d'un an, les scientifiques ont trouvé plusieurs vaccins contre le Covid, mais on attend toujours le vaccin contre le VIH. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Unfortunately, I fear that the discrimination surrounding HIV has stopped the community to get together to get a vaccine. How is it possible in 10 months to have a vaccine from COVID and still 40 years and counting for the HIV? Est-ce que vous savez combien de personnes à peu près sont mortes du VIH depuis l'apparition du virus? Between 39 to 40 million people. 40 million people, yes, have died. Donc beaucoup plus que le Covid. Yeah. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver un vaccin contre le VIH dans les 10 prochaines années? I hope and I believe so. I think because the COVID era had made people to understand how pandemic can destroy your life, no matter your race, color, gender. And I believe for the young generation, the young people, the 20s, I believe they can see a cure of HIV. I believe in the next 10 years it will be achievable to have a vaccine. I work together with the doctors. They try to tell me the new research and how things have changed. I know some labs and medical centers around the world still going ahead with the HIV research, but I hope by 2030 we want to find a cure. But we have to find a cure feasible and achievable for everyone, because my cure is not for everyone. It's highly costly and it cannot be replicated around the world. Si vous aviez un jeune homme ou une jeune femme séropositive en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? I know how you felt. I've been there. Don't be scared. The diagnosis doesn't stop your life. You can live now. So don't stop your life because of that. I know it's fearful. I know you feel scared, worried, but it's alive. Your life goes on. And that's what I try to say to people. Life goes on. Et si vous aviez un message pour la jeune génération, en règle générale? Get safe, get protected. If you know, go on PrEP. Don't be afraid to get tested, to have a diagnosis. I encourage the young generation to go in the crusade to end the stigma. I think that's important
to normalize HIV. It's not a death sentence anymore. And I think that's my message. And finally, as I always say, please don't give up on hope. I never did.